Salut à tous, bienvenue dans ce AdTech Talk, nouveau rendez-vous qu'on vous propose, tourné ici depuis la station F. Cette semaine, on parle de header bidding, on parlera donc programmatique, enchères, publicité donc sur Internet avec ces enchères. Cette nouvelle proposition aussi depuis quelques jours faite par le géant américain Google. On en parle donc dans un instant avec des plateformes, évidemment des startups de la AdTech, de ce secteur en pleine ébullition, et aussi des éditeurs. On sera entre autres dans un instant avec le premier groupe de presse en France. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau AdTech Talk, nouveau numéro tourné ici à Station F. Je vous présente nos invités pendant cette prochaine demi-heure. On a la chance d'avoir avec nous celle qui dirige le marketing, la data et le programmatique du groupe Bayard Média, Yvonne Herbin. Yvonne Herbin, bonjour. Bonjour. On va se tutoyer, comme d'habitude ici, à Station F. Avec nous aussi Philippe Guillemot d'Improve Digital. Tu es le DG France. Bienvenue Philippe. Merci, bonjour. Et puis Jérémy Parola. Salut Jérémy, cofondateur de Reworld Media. Donc on est en charge des activités du numérique, ça tombe bien. On parle de AdTech aujourd'hui avec toi. On verra que en 5 ans, tu es devenu, toi et tes équipes, leader de la presse en France. Presse écrite. Presse écrite. J'imagine que tu vas faire autre chose. Pour un directeur du digital, c'est d'une tristesse incroyable. Mais à la base, vous êtes quand même un groupe digital. Et j'imagine que tu vas faire quelque chose de tous ces magazines. Vous en avez 85. Quand l'antitrust aura validé le dernier achat de Mondadori, vous avez 85 titres en France. C'est juste un truc de fou. Donc, peut-être démarrer avec Ahmad, notre dernier speaker, notre dernier invité. Salut Ahmad. Bonjour Sébastien. Benjeloun, donc CEO d'AdLive. On parle de header bidding pendant cette prochaine demi-heure dans ce AdTech Talk. C'est quoi le header bidding là, pour les nuls en 2 minutes? Tu nous expliques en quoi c'est une innovation qui a bouleversé votre secteur à tous là, de la tech. Alors le header bidding, initialement, c'est un petit hack d'un ad serveur qui a 85% de part de marché, qui est celui de DFP. Google Ad Manager aujourd'hui. Ouais. Et ce qui permet de faire simplement, c'est de bloquer un petit peu le chargement de cet ad serveur pour permettre de mettre en concurrence véritablement l'ensemble des acheteurs, des partenaires de demande avec lesquels peut travailler un éditeur. Donc aujourd'hui, c'était ça vraiment l'innovation qui a une dizaine d'années, qui s'est généralisée en France et en Europe depuis 3-4 ans. Cette intégration peut se faire soit côté client, c'est-à-dire au niveau du navigateur, soit côté serveur. Nous, au niveau d'AdLive, on a intégré les deux. Maintenant, ça rajoute une petite complexité ou un niveau de sophistication pour les éditeurs. Certains l'ont internalisé, donc ont massivement investi là-dedans. D'autres passent par des partenaires tiers, mais donc c'est un petit peu là la tendance du marché. On peut dire que c'est un nouveau standard ou pas? C'est un nouveau standard. Pour les éditeurs, ça a un impact énorme parce que ça leur permet de mettre en concurrence directement l'ensemble de leur inventaire à tous les partenaires. Donc ça a un impact phénoménal sur leurs revenus, c'est plus 30, plus 40% sur le revenu directement. Donc ça, c'est très important. Et pour les acheteurs, les partenaires de demande, comme les SSP, comme Improve, représenté par Philippe aujourd'hui, eux aussi, ils ont accès tout de suite à l'ensemble de l'offre disponible pour un éditeur. Et ça, c'est très important. Bon, Philippe, justement, là, côté acheteur, chez Improve, où est-ce que tu te situes dans cette chaîne de valeur? Juste rappeler d'un mot, donc c'est une boîte néerlandaise. Oui. Et toi, donc, tu as ouvert le bureau. J'ai ouvert le bureau français en 2016. Ouais. On va dire l'avènement du header bidding, c'est Demesco 2017. D'un seul coup, tout le monde a parlé d'header bidding. Donc, on est rentré Demesco et tous les rendez-vous qu'on a pu avoir étaient sur le déploiement du header bidding. Aujourd'hui, il y a une certaine maturité et c'est vrai que c'est un standard. Aujourd'hui, chaque éditeur bascule sur le header bidding avec différents. Soit des partenaires, soit en interne, en recrutant en interne, mais ça se déploie vraiment fortement. Une belle croissance sur les CPM, sur le remplissage des inventaires, mais qui est aussi due en même temps à la bascule vers le First Price Auction, où avant, les SSP opéraient les enchères avec un système de second prix, où quand on avait 2 bidders, on allait gagner au prix du second bidder plus 1 centime, comme on pouvait avoir sur les achats du type eBay avant. Et on est parti sur un first price auction où si on bid à 15 €, on va payer l'impression 15 €. Et je pense que les header bidding, qui l'emporte. Donc il faut faire très attention à sa stratégie de bid parce que si on bid très très haut, on paye très très cher. Là où avant on pouvait bider très très haut et se dire qu'on allait payer peut-être très très bas. Maintenant, il faut assumer. Exactement, il faut assumer le prix. Exactement. Ça a pas mal impacté les retargeteurs. Exactement. Donc les critéos et tous les retargeteurs en général ont dû changer un peu la façon dont les algorithmes travaillaient sur l'achat programmatique. Et puis la data aussi a pris plus d'impact parce que pour déterminer la valeur d'une impression, on avait besoin maintenant d'avoir de la data pour savoir si cette impression qu'on recevait était plus efficace qu'une autre impression.
Donc je pense qu'il y a le header bidding a permis d'avoir plus de densité dans les enchères, avec beaucoup plus de partenaires qui bidaient. Maintenant, on a des acteurs qui peuvent avoir jusqu'à une vingtaine de SSP ou de différents acteurs de demande qui sont connectés sur une impression, alors qu'au préalable, on avait un système de cascade quasiment. On avait un SSP primaire sur lequel on avait nos deals qui tournaient, et puis l'OpenRTB était présent, et puis de temps en temps des refilers qu'on avait tous. Aujourd'hui, tout est en compétition en temps réel. Donc, Mais à t'écouter, Philippe, ça règle pas le problème du fait enfin, vous êtes beaucoup d'acteurs sur la chaîne, c'est pas forcément très transparent, je sais pas si le terme est bien choisi, mais en tout cas, non, c'est quand même très clair pour l'éditeur. C'est pas très clair pour l'éditeur, mais aujourd'hui, quand il intègre un SSP, alors il n'y a plus de questions comme on l'avait au préalable sur les différences technologiques d'un acteur à un autre. On a totalement basculé on est devenu des acteurs de la demande, donc on nous met en compétition sur le CPM qu'on va proposer, sur la qualité de la demande, les annonceurs qui achètent via nos tuyaux. Donc le rôle du SSP a vraiment changé. Mais l'éditeur, c'est facile pour lui aujourd'hui d'ajouter un partenaire, de le retirer si il est pas assez fiable, ou le garder juste sur un format, sur une zone géographique, parce qu'il va être très pertinent là-dessus. Et techniquement, on est capable d'avoir cette granularité avec ses partenaires SSP aujourd'hui. Donc, faut avoir la bonne techno, parce que ça reste, c'est vraiment du coup un vrai métier technique de l'expertise, pouvoir comprendre ce qui se passe, interpréter les résultats. Et c'est un vrai sujet pour les éditeurs sur les prochains mois, les prochaines années. Mais non, pour moi, c'est une opportunité. Et plus on met de partenaires malgré tout, plus il y a de densité, plus on densifie l'enchère. Donc c'est au final l'éditeur est gagnant, c'est sûr. On va voir s'ils sont bien armés, nos éditeurs aujourd'hui, Yvonne et Jérémy. Alors Jérémy, leader de la presse écrite en France, on l'a dit, avec Reworld. Le groupe n'existait pas il y a 5 ans. Le header bidding, là, pour toi, c'est quoi? C'est le meilleur des deux mondes ou il y a encore des choses à améliorer là? Alors déjà, nous, on a un biais qui est assez intéressant, c'est que comme tu le rappelles, on est quand même une société assez récente et donc on va dire qu'on peut faire partie des groupes qui ont été presque header bidding natifs. C'est-à-dire que le passage de la cascade au header bidding s'est fait très rapidement chez nous. Il n'y a pas eu de transition en fait. Il y a eu une petite transition, mais peut-être moins longue que pour des éditeurs qui sont sur le marché du digital depuis 15 ans et qui ont l'habitude d'avoir leur SSP 1, 2, 3, 4, etc., etc. Donc nous, on est arrivé à ce moment-là, au moment où cette compétition se mettait en place. L'intérêt qu'elle a pour nous, tu disais le meilleur des deux mondes, c'est que effectivement, elle a permis pour les éditeurs, je pense, de rationaliser le nombre d'emplacements publicitaires sur une page. Donc ça veut dire de rendre un certain service à l'utilisateur, au lecteur du site internet, puisque plus de compétition veut dire des niveaux de revenus plus élevés. Et donc par définition, comme on calcule quand même des KPI du type combien on rapporte une visite, combien on rapporte une page vue, etc. Si on peut avoir le même genre de revenus qu'avant, en mettant plein de formats, avec moins de formats, parce qu'il y a une compétition plus saine, ça donne quelque chose d'intéressant pour l'utilisateur. Et le meilleur des deux mondes aussi d'un point de vue des revenus pour les éditeurs, pour la simple et bonne raison que le header bidding nous a permis, comme expliquait Philippe, d'augmenter la compétition, donc d'augmenter les revenus, donc de mettre à plat quelque chose d'assez sain en termes de Et tu l'as vu clairement, ça? Ah, on a fait plus que le voir. Parce que plus 30, plus 40, ça paraît énorme, mais on part de combien? Alors typiquement, je pose une question de néophyte. Je suis monsieur je sais pas, Carrefour City, je suis monsieur Decathlon, j'achète sur un de tes magazines. Un de mes sites, ouais. C'est quoi le plus connu? Automoto, par exemple. Automoto, voilà. Je mets 1 euro. Toi, tu vas toucher combien? Alors ça c'est un autre sujet, c'est le sujet de la chaîne de valeur. Oui, tu as absolument raison de poser cette question-là. Aujourd'hui, si on prend les choses de manière un peu matricielle, alors peut-être que les SSP vont réagir à ce point. Quand un annonceur vient voir une agence en lui disant j'ai 1 euro, nous, publishers, on a tendance à récupérer 20 centimes, 20 et 30 centimes. C'est-à-dire qu'au milieu, il y a des gens, nombreux et variés, qui ont fait un travail remarquable d'une qualité plus ou moins importante et en apportant une valeur plus ou moins importante qui vont prendre sur la chaîne de valeur. Il y a plusieurs acteurs. C'est une réalité. Ouais. Oui, il y a plusieurs acteurs. Enfin, concrètement, dans cette chaîne, il peut y en avoir, je parlais des SSP, mais il peut y avoir jusqu'à 8-10 acteurs qui vont se nourrir sur sa chaîne de valeur. Donc nous, éditeurs, le header bidding ne nous permet pas de reprendre nos contrôles, il nous permet d'avoir une meilleure compétition, mais donc c'est plus 30, plus 40, mais sur versus une base qui était quand même ultra faible. Alors, si on prend dans la programmatique, il y a plusieurs choses. Et dans la diffusion publicitaire, il y a plusieurs choses. Il y a la vente de gré à gré, qui est la vente qui est effectuée entre deux êtres humains, un commercial d'une régie et une agence ou un annonceur. On va dire de manière caricaturale que c'est ce qu'on vend le plus cher. Ça, c'est le premier. Ensuite, tu vas avoir toute une variété de deals programmatiques qui sont en fait une négociation d'humains
humain mais opéré par un ordinateur, qui sont les preferred deals, les private deals, le programmatique garanti. Et eux, normalement, sont sur un niveau de valeur qui n'est pas celui du gré à gré, mais qui n'est pas non plus celui de la dernière option d'achat qui est l'open auction. L'open auction, pour la faire assez simple, c'est je veux toucher des gens dans un contexte où je veux toucher un certain nombre de sites et je vais essayer de le toucher le moins cher possible sur un réseau le plus vaste. Donc en gros, c'est assez simple, c'est un peu la différence entre j'achète mon sac chez Vuitton ou j'achète mon sac chez Lidl. C'est-à-dire que globalement, ça reste un sac, mais c'est pas tout à fait la même chose que tu as acheté au bout du bout. Donc la réalité, c'est que quand on regarde la progression, si on prend la progression uniquement dérivée de la programmatique, le header bidding a permis des progressions qui sont, ça dépend des éditeurs, mais nous on a plutôt constaté du plus 50, plus 60% sur nos RPM, puisqu'on a couplé l'utilisation du header bidding avec des optimisations d'UX, donc du design de nos sites. On aura peut-être le temps d'en parler. On a un nouveau mode de réflexion qui est le revenu au pixel et qui est plus le revenu à la page ou à la visite, qui est notre mode de fonctionnement de mise en compétition. Dans vos actus, on en parlera si tu veux. Mais effectivement, c'est un vrai gros sujet d'augmentation des revenus pour nous, qui est le header bidding, mais qui est également le passage au first price, qui est quand même un énorme sujet, même si, comme dans toute technologie, quand il y a une faille qui s'ouvre pour augmenter les revenus de l'éditeur, en général, les DSP et les trading desks font le job pour s'équiper de manière à pas acheter à n'importe quel prix non plus. Et donc, du coup, il y a eu une petite aubaine du first price, mais c'est en train de se rationaliser quand même. Yvonne, alors contrairement à Obélix qui est tombé dans la potion magique tout petit, toi, qui est Obélix venu sur le tard. C'est sympa, merci. Toi, Obélix. Ma mère, moi, je m'en fais. Toi, tu es venu sur le tard. Tu es venu sur le tard. Je suis néophyte du programmatique, de la tech. Désolée. Donc, je me souhaite une bienvenue depuis 6 mois seulement. Et en fait, on est dans un groupe qui a une histoire atypique, puisque toi, tu es né il y a 5 ans, le groupe est né il y a 5 ans. Notre groupe Bayard, il est né il y a 150 ans. C'est une longue histoire, c'est de la presse, c'est de la sociologie, c'est l'histoire des médias. Et pourtant, il fait déjà plus de chiffre d'affaires, hein, c'est pas juste. Et il fait plus ? Oh, le groupe fait 300. Bayard, c'est une très très belle référence pour des groupes comme nous, sur notamment un certain nombre de attention, il veut te racheter là. Non, pardon. C'est 2020. Ils sont en trop bonne santé économique, on ne pourra pas se le permettre. Non, mais sur les cibles que vous touchez. Voilà. Nous, c'est un éditeur. Donc c'est La Croix, c'est La Croix, c'est notre temps, c'est notre famille, c'est Phosphore. Il y a toute une gamme jeunesse. Tom Tom et Nana. Tom Tom et Nana. Tous les soirs à toucher Ahmad, c'est ça. Qui a marqué mon enfance. Pour revenir au header bidding, on est néophyte aussi, dans le sens où la régie, c'est pas le revenu premier du groupe. Le revenu premier du groupe, c'est les abonnements. C'est l'abonnement. C'est de l'e-commerce aujourd'hui. Ils sont e-commerçants. Ils vendent un service, ils vendent de la culture. Et donc toute cette valeur-là, elle est préservée avec de la data, une gestion CRM au plus fin par marché. Nous, publicité, on est un peu la cerise sur le gâteau. On est un apporteur de marge. Et cette histoire, elle s'est construite dans le temps aussi. La régie a internalisé la partie digitale il y a seulement 2 ans. Et en 2 ans, on a l'impression de rattraper le cours de l'histoire. Et j'ai envie de partager avec d'autres éditeurs. Il y a une course, certes, mais tout est possible. On s'est mis il y a 6 mois, on a tout remis d'équerre, rattrapé le plan de tagage. Jérémy en parlait, c'est super important pour de la visibilité, pour un parcours utilisateur. Et on s'est appelé évidemment pour préparer cet entretien. Toi, très clairement, tu t'éclates là aujourd'hui. Tu as Moi, une maîtrise d'économétrie. Donc, moi, je viens de l'économétrie, je viens de marketing. Rien à voir avec la tech. Je ne maîtrise pas du tout tous vos acronymes. Mais en fait, ma joie. C'est pragmatique avant tout. C'est ça. Et c'est un peu de l'économétrie aussi. C'est beaucoup de chiffres. Bien donc, sûr. Il faut surveiller non-stop. Et c'est un nouveau terrain de jeu qui est formidable. Donc, on va s'ouvrir au header bidding, en particulier grâce à Ahmad, entre autres. Je note. Après la partie programmatique. Et tu arrives à l'appliquer à toutes tes marques. Typiquement, un Pèlerin Magazine, je pense que l'âge moyen, c'est pas les gens qui ont le dernier iPhone. Quoi. Oui, mais il y a des annonceurs qui sont derrière, qui ont besoin de cibler cette cible-là aussi, cette audience. Comme remarque, parce que l'iPhone, c'est une chose. Moi, je reviens au desktop. C'est là où la valeur est la plus haute. Ouais. Je reviens sur ça. Le mobile, là aujourd'hui, on a toutes nos audiences qui sont en train de justement basculer en mobile. 10 points en 1 an, c'est extraordinaire. Mais j'ai une réflexion sur la valeur à mettre en place. Oui, c'est-à-dire qu'on dit on a dit longtemps mobile first, maintenant on dit mobile only. Mais oui, tu rappelles que oui, un écran de téléphone c'est petit et du coup, il y a quand même moins les formats rich media type habillage sont quand même très très bien rémunérés aujourd'hui. Et là où ils sont le plus impactants pour un annonceur, avec les meilleures performances en termes de clics, de transformation derrière, ça reste sur le desktop. Et on a quand même une audience sur le desktop qui se stabilise aussi.
Voilà, c'est ça. Moi, c'est 40% de mes volumes. Et c'est de la valeur. Et comme tu le disais, avec Pèlerin ou Lacroix ou Notre Temps, c'est une cible qui devient très intéressante sur le digital parce que tout le monde s'adresse au 25-49. Nous, on a la chance d'avoir des cibles singulières, la famille, la maternité, la parentalité. Tous ces moments de vie, en fait, quand on bascule, la retraite, on a beaucoup d'annonceurs qui travaillent en direct avec nous. Et ça aussi, c'est de la valeur parce que sur notre surface chiffre d'affaires régie, 1 euro sur 2 est fait par un annonceur en direct. Donc sur la partie digitale, sur laquelle on va commencer à monter en puissance, c'est aussi, on apprend, on va apprendre avec eux, on va leur apprendre aussi. Donc on a une courbe d'expérience qui est internalisant aussi collective. ces enchères, enfin, comment tu t'y prends là? Alors les annonceurs en direct, comme le dit Jérémy, c'est ma belle surface où la monétisation se fait le mieux et on a la main sur l'inventaire, donc on peut les mettre là où l'inventaire est le plus vu, le plus cher, le plus qualitatif. Là où le header bidding arrive en force et nous aide, c'est qu'on avait une partie de l'inventaire qu'on ne monétisait pas bien. Des places de marché, tout le monde a connu ça. Il faut l'optimiser. La place de marché non plus, c'est pas automatique. Elle a marché de manière simple. Une place de marché par levier ou par format. C'était le monde il y a 1 an et demi. Même ça, aujourd'hui, ça a basculé. Et je pense que le header bidding a fait cette bascule. Tous les éditeurs sont en train de s'y mettre, se retirent parfois de ces belles places de marché, internalisent. Les annonceurs internalisent, les clients internalisent, ont besoin de plus en plus de services technologiques comme toi. Et nous, on est en train d'internaliser, on est en train de prendre la marche, on est en marche. Bon, on est en train, nous, de comprendre aussi comment se passe votre secteur, comment il s'adapte aux nouvelles offres. Vous avez tous vu comme moi, là, en ce début de printemps, on va dire comme ça, Google qui avait cette nouvelle offre, la First Price, voilà, donc qui passe à ce nouveau. Vous allez me dire en quelle mesure, d'ailleurs c'est très innovant, mais ce nouveau mécanisme d'enchère, toi Amat, comment tu regardes ça, comment tu réagis? Le mécanisme d'enchère au first price permet simplement d'apporter un peu plus de transparence entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. Maintenant, ça change considérablement l'offre de Google. Maintenant, ce qui est très important à noter, c'est que Google n'applique pas le first price sur ses domaines natifs, c'est-à-dire ce qui est YouTube AdWords, ça reste pas au first price, et ce qui représente une partie très importante de Google. Maintenant, on a la chance d'avoir Yvan du groupe Bayard et Jérémy de Reward. En fait, ce sont des groupes qui se sont consolidés pour exister, avoir une audience suffisamment importante, un inventaire, ils veulent en parler, avoir les utilisateurs pendant des moments clés de leur vie. Sur Reward, on a un inventaire qui est pléthorique. Et en fait, cette tendance à la consolidation, c'est un sujet très important et c'est une caractéristique de la tech. Donc les éditeurs se consolident pour avoir une offre d'inventaire et d'audience qui est suffisamment importante. Il faut une taille critique. C'est un enjeu à la taille. Parce qu'il ne faut pas oublier que le leader sur notre secteur, c'est Google. Des acteurs comme Improve également font partie d'un groupe qui se consolide à toute vitesse pour justement rationaliser les coûts également, parce qu'il y a une logique de rationalisation des coûts. Le header bidding a été un facteur d'accélération de l'atomicité de ce marché, en tout cas sur le programmatique. À notre niveau, nous aussi, on tend vers cette course à la masse critique. On a une automatisation des process qui nous permettent d'avoir un onboarding de clients très rapide. Et aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est vraiment d'atteindre cette masse critique, aussi bien au niveau de l'inventaire unique que de l'audience, qui fait que les acheteurs peuvent venir chez nous pour avoir cette audience-là particulière. Et l'investissement en technologie est très important également dans cette logique de consolidation, parce qu'aujourd'hui, ça nous a permis de prendre également la mesure des grands annonceurs et également des grands éditeurs, qui aujourd'hui utilisent la plateforme AdLive pour gérer leur AdOps. Mais le first price, effectivement, pour revenir à ça, concrètement, ça a un impact énorme surtout sur les groupes qui sont consolidés parce que ça leur permet de valoriser leur inventaire. Tu parles de Google, Ahmad, Philippe, on pourrait parler d'Amazon aussi. Enfin, qui a la meilleure connaissance sur ce qu'on fait, ce qu'on achète, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. On en parle doucement, mais de plus en plus, quand je rencontre des éditeurs, leur offre TAM est présente maintenant aussi en tant que bidder et ça devient un acteur de la demande non négligeable. C'est que un choix assez singulier qui est de lancer leurs propres outils sans être compatible avec celles des autres. Exactement. C'est quand même un petit sujet. Donc c'est toujours en parallèle. C'est-à-dire qu'il va y avoir un setup avec Pyramid.js pour header bidding, il peut y avoir un setup EBDA avec le stack Google, et puis en parallèle de ça, il y a encore un troisième source de demande qui est TAM. Voilà, ils ont fait les choses
un peu séparément. Mais oui, de plus en plus, dans mes discussions avec les éditeurs, quand je leur demande leur source de demande, comment le setup technique est fait de leur côté, j'ai un petit TAM qui remonte. Et c'est que le début. Alors pour l'instant, c'est très difficile de savoir ce qui se passe. On en saura un peu plus à la fin de l'année sur le poids que ça représente en termes de demande. Mais c'est sûr, c'est colossal parce que derrière, il y a des annonceurs tous les annonceurs sont tous les marchands sont sur Amazon. Ils sont capables de payer des CPM très élevés. Ils ont une data qui est la meilleure des datas aujourd'hui. Donc oui, c'est le prochain acteur qui va, je pense, bousculer un peu Google et Facebook. Et on le voit, Google commence à aller aussi sur les métiers d'Amazon, avec Google Shopping, sur le e-commerce. Donc voilà, chacun va chercher un petit peu de croissance ailleurs, mais je pense que Amazon va être un acteur leader sur... Jérémy, pour terminer sur ce hot topic, là, est-ce qu'il y a une face un peu plus sombre là, du header bidding? On a entendu, oui, on a cru entendre quelques scandales là, ces derniers mois, ces dernières années. Comment tu regardes ça? Quand je regarde ça, après il y a scandale et scandale. Globalement, comme toute solution technique, il y a des arnaques. Quoi. On n'est pas forcément dans le domaine de l'arnaque, on est plus dans le domaine de l'optimisation. On parlait tout à l'heure du fait qu'on était dans une logique mathématique. On ajoute de la technique à du mathématique et par définition, on va dire que ça ouvre des portes à un certain nombre d'acteurs qui essaient d'être plus malins que certains à certaines périodes pour arriver à faire des optimisations qui sont à la base des optimisations techniques. Parce que c'est pas un marché qui est toujours... on est sur un marché de techniciens. Il y a des distorsions, quoi. Donc on profite On est sur un marché de techniciens où tout le monde crie à la transparence en permanence, que ce soit les annonceurs, les éditeurs, les intermédiaires, etc., etc. Et effectivement, il y a transparence et transparence, quoi. Donc concrètement, il y a des optimisations techniques qui sont faisables. Après, qu'elles soient intéressantes et judicieuses pour l'ensemble du marché ou non, ça c'est un autre sujet. Mais ça a toujours existé, malheureusement, ça existera toujours. Maintenant, je pense qu'en tant qu'éditeur, notre responsabilité, c'est de respecter nos lecteurs et c'est de respecter les partenaires avec lesquels on travaille, quoi, clairement. Vous restez avec nous, on continue donc ce AdTech Talk. On passe à vos actus dans votre secteur, évidemment. Vous allez nous parler de vous et de ce que vous préparez aussi pour la suite de l'année. Et donc vos actus, tiens, on va être galant ce coup-ci, on démarre avec toi Yvonne Herbin, donc Bayard Media. Alors voilà, raconte-nous là, c'est quoi le truc le plus chaud? Mon actu d'aujourd'hui, c'est mon urgence, justement, c'est la programmatique, c'est le header bidding. Et comme je le disais, même si j'ai découvert ça il y a 6 mois, le programmatique, c'est pas automatique. Ah, c'est comme les antibiotiques. Ah, c'est peut-être différent, mais... Et pourquoi c'est pas automatique, ça veut dire l'humain revient en force. Plus que jamais, on fait des rendez-vous, on travaille dans un espèce de grand collectif où il faut installer une relation de confiance avec son partenaire, son prestataire, son éditeur, son lecteur, etc. Il y a une chaîne de confiance jusqu'à l'annonceur, l'agence. On a augmenté la surface de partenaires de cette chaîne de valeur. Bien sûr, les appels sont automatiques, synchrone, asynchrone, vous allez parler de tout ça. Mais pour déclencher un deal, il faut bien un commercial qui aille voir un client, un annonceur. Pour mettre en place un stack, j'ai besoin de toute l'équipe de développeurs de l'éditeur qui travaillent main dans la main avec nous. Si ça coince, je n'ai pas d'impression et je ne livre rien, je n'ai pas d'argent, ça ne remonte pas à l'éditeur, je suis complètement coincée. Il y a la partie technique qui peut nous coincer, flancher, coupure à d'exchange, ça peut arriver. On n'est pas à l'abri d'eux. Mais derrière, s'il y a une coupure, c'est technique. Mais qui est-ce qui va rétablir ça? C'est de l'humain derrière. Et on a réussi à faire ça de manière, on dit tous agile, on espère tous être agile, mais c'est avant tout de la relation de confiance. Et mon actualité, c'est ouverture au deal. Appelez-nous, s'il vous plaît. On a bien compris. Jérémy, Reworld Media, alors effectivement, qui n'existait pas il y a 5 ans, qui est aujourd'hui le premier groupe de presse écrite, alors que tu venais du digital à la base, et qui est toujours évidemment dedans. Mais, des acquisitions, voilà, en veux-tu, on voit Prisma, Lagardère, des actifs, quelques petits actifs par-ci par-là. Et Mondadori France, c'est le gros morceau là que vous êtes en train d'acquérir avec tes associés. Ce sera quoi? Je pense que l'antitrust va donner son go d'ici à l'été. On les attend, oui. On attend le go. Et donc ça va faire 85 marques. C'est une actu de fou là.
On a quelques actus. Alors, il y a cette actu qui est bien connue, qui est effectivement l'acquisition qui est en cours du groupe Mondadori. On a quelques autres acquisitions en cours qui devraient intervenir pour se renforcer dans certains secteurs stratégiques. Après, nos actualités d'un point de vue plus global, on n'est pas que groupe média, on a aussi des activités de marketing à la performance, etc. Aujourd'hui, on a une grosse actualité du côté de Trade Doubler, dont on est propriétaire, qui est le leader européen de l'affiliation, sur lequel on teste la blockchain, donc pour apporter plus de transparence aux publishers et aux annonceurs qui travaillent avec nous. Et ensuite, on a pas mal d'actualités sur nos verticales métiers, que ce soit la production vidéo, la production de contenu, etc. On va profiter de la croissance du groupe pour aller structurer des nouvelles offres qui devraient être annoncées dans les semaines qui viennent. La blockchain et la tech, ça pourrait faire un bon sujet, ça aussi, pour un prochain numéro. Ouais, Ahmad, ton actu là. Alors nous, l'actualité pour ce printemps, c'est vraiment l'internationalisation. Donc on a eu l'ouverture de notre desk Amérique latine-Espagne. On a également l'ouverture de notre desk asiatique à travers un partenaire qui aujourd'hui représente, l'Asie représente l'essentiel de notre inventaire, nos sources de revenus. L'Asie, c'est la Chine. Asie du Sud-Est, hors Chine pour le moment. Okay. Et ensuite, on a l'ouverture de notre bureau en Allemagne avec Mayer qui nous a rejoint pour lancer l'activité sur les pays germanophones, qui est l'ancien directeur Europe de Xaxis. Et donc lui va piloter notre bureau à Munich en Allemagne. Donc voilà, la startup, c'est l'internationalisation. Exactement. On pense global direct. Et puis toi, Philippe, alors? À l'instar de Reward, Azerion, qui est la maison mère d'Inpouv, est dans une course folle à l'acquisition. Donc on a racheté pas mal d'acteurs européens. L'idée, c'est de se focaliser sur l'Europe et devenir un acteur majeur européen. On a racheté des sociétés des pays du Nord comme Cellbranche, comme MySpace sur le mobile. Et dernièrement en France, à l'automne dernier, on a racheté AdUX avec les marques Apple, Sunmove, Quantum. Donc l'idée, c'est de construire un acteur européen avec des bureaux partout en Europe et de concurrencer à notre échelle les gros acteurs de ce marché et d'être très proche de nos clients. L'idée, c'est de se rapprocher au maximum des éditeurs et d'être, en tant que SSP, on a le même intérêt qu'eux dans notre quotidien, faire en sorte que les CPM soient les plus élevés, de faire que les entreprises soient les meilleures et de préserver leur intérêt. Donc on va continuer dans cette voie-là. Tu aurais pu citer iMedia aussi, hein, dans votre corbeille. iMedia, mais qui maintenant est AdUX. Merci à tous les quatre, vous bougez pas, vous restez là, on termine avec vos conseils aux éditeurs qui nous écoutent. Allez Philippe, tiens, on démarre avec toi. Je te laisse la parole sur tes conseils à celui qui t'écoute, là, ceux qui t'écoutent côté éditeur, qui ont un site, un petit site, un grand site. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? C'est de rejoindre le programmatique, de pas être effrayé et surtout dès le départ de penser à la brique reporting qui est souvent délaissée parce qu'on commence par compter les revenus. Mais maintenant, je pense que chaque éditeur doit savoir exactement d'où proviennent les revenus, les annonceurs, les agences, les formats, les géos, pour bien comprendre l'écosystème aujourd'hui. Parce que c'est volatile et que du coup il faut... C'est pas volatile, mais c'est important de connaître les sources de revenus et pour pouvoir prendre des bonnes décisions côté inventaire, par exemple, savoir quel format fonctionne pas, sur quel géo, et d'apporter encore plus de valeur et non pas du volume d'impression au marché. Voilà. Ahmad. C'est un petit peu dans la même logique. Aujourd'hui, il y a 2 millions de sites éditeurs qui sont sur AdSense, Google AdSense, et qui sont pas dans le champ du programmatique. C'est pas compliqué le programmatique, le header bidding, c'est pas compliqué. Pour eux, ce sont souvent des indépendants. Il y a une opportunité de revenus incrémentale qui est significative. C'est pas compliqué. Il faut prendre la peine de lire, de discuter avec les bonnes personnes et de s'équiper des bons outils pour gérer l'inventaire, gérer les partenaires, gérer le reporting et également automatiser un petit peu le process AdOps. Voilà. Pour toi, Jérémy ? 3 conseils principaux très confrères, rapides. Bien recruter, bien s'entourer et avoir un bon équilibre entre des profils matheux et des profils un peu plus créatifs, un peu plus commerciaux. C'est pour déjà ceux qui ont une taille importante. Puisque, oui, mais à un moment donné, quand on parle de header bidding, on parle quand même de la globalité des revenus. Donc, a priori, il vaut mieux être bien entouré. Alors, si on ne peut pas recruter, faisons appel à des freelances dans ce cas-là. Le deuxième point, c'est de ne pas uniquement voir le programmatique et le header bidding par un angle techno, mais de le prendre aussi par un angle UX design sur le site. Et ensuite, le troisième point, c'est tester. Enfin, il y a tellement d'offres sur le marché, c'est tellement facile aujourd'hui de brancher, débrancher. Il faut faire des tests, il faut être pragmatique et tirer les conclusions de ces tests pour faire les adaptations. Mais test and learn, c'est l'expression la plus consacrée pour la programmatique.
Yvonne, le mot de la fin, donc Yvonne Bayard Media, qui était quand même à l'origine des premiers youtubeurs, hein, avant Cyprien et tous les autres. Là. Petit Ours Brun était le premier youtubeur avec 35 millions de VU. Voilà, mais pas de publicité, c'est pour les enfants. Donc on est très, on fait très attention aussi à la diffusion de la publicité. Un mot pour les éditeurs, si je peux résumer, c'est la confiance. On se fait tous, il faut se faire confiance. Et on a besoin de cette confiance et elle se travaille au quotidien, en test and learn, comme dit Jérémy. On peut se tromper, on n'est pas les meilleurs du monde, on apprend, mais nos conseils pub peuvent aider les éditeurs à améliorer leur UX éditorial aussi. La confiance, voilà, vous avez entendu Yvonne et son conseil pour vous aujourd'hui. C'est terminé pour ce numéro de AdTech Talk. On se retrouve très vite ici, depuis Station F.